Et dans la toute première séquence de Data Storytelling, nous accueillons le leader mondial des gaz industriels. Air Liquide, si vous ne le savez pas, est un modèle de réussite industrielle à la française. C'est un fleuron des technologies et services pour l'industrie et pour la santé et compte aujourd'hui 64 000 collaborateurs et plus de 3,8 millions de clients. Dans un instant, Émilie Mouraine-Renoir, membre du comité exécutif, vice-présidente d'innovation digital et IT, ainsi que Bruno Haydan, Chief Data Officer, seront interviewés par Guillaume Pernoud et Jean-Rémy Gratadour. Mais avant cela, découvrons leur cas d'usage sur comment optimiser la chaîne d'approvisionnement et la logistique de distribution en prédisant la consommation de gaz des clients. Je suis Anaïs Philippon, directeur d'un programme stratégique de l'activité industrielle marchand au sein du groupe Air Liquide. L'activité représente 44% du chiffre d'affaires du groupe. Aujourd'hui, je m'adresse à vous depuis Houston, aux États-Unis. C'est un marché majeur pour le groupe. Nos clients vont des hôpitaux au marché agroalimentaire, en passant par l'automobile. Ils ont besoin de gaz industriel dans leurs procédés. Nos camions livrent sous forme liquide de l'oxygène, de l'azote, de l'argon. Vous en avez sans doute déjà rencontré. Ils parcourent l'équivalent de la circonférence de la Terre en 1 heure. 6 000 personnes sont mobilisées dans le groupe, notamment des chauffeurs et des logisticiens. Nous avons une équation triple à résoudre. Améliorer l'expérience de nos clients, de nos logisticiens et de nos chauffeurs, tout en optimisant notre chaîne d'approvisionnement et en réduisant notre impact CO2. Nos clients, aujourd'hui, attendent d'Air Liquide de suivre le niveau de leur stockage pour éviter des ruptures de production. Ils souhaitent aussi savoir à quel moment les camions vont arriver sur leur site pour les livrer. Le défi pour nos logisticiens, c'est de devoir analyser en temps réel une multitude d'informations pour répondre aux besoins de nos clients. On veut aussi qu'ils optimisent leur sourcing de produits et réduire le nombre de kilomètres parcourus par nos camions. Enfin, c'est un enjeu majeur pour nous au regard de nos objectifs de développement durable. Nos chauffeurs, eux, ils sont connectés en permanence avec nos clients et on souhaite qu'en temps réel, ils puissent remonter des informations précieuses à nos logisticiens pendant leur tournée. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons lancé un programme mondial appelé Integrated Bulk Operation, soit IBO. Nous nous appuyons sur la puissance de la data et du digital pour transformer notre chaîne d'approvisionnement. Nous avons lancé 5 projets pilotes dans différents pays, aux États-Unis, en Chine, au Canada, en France et en Allemagne. La transformation est donc portée par les opérations en s'appuyant sur nos équipes Digital and IT. L'idée, c'est de favoriser le partage des données, par exemple entre le logisticien qui planifie les livraisons et les chauffeurs qui vont les exécuter. Grâce à l'Internet des objets, nous avons connecté nos usines, nos camions et les quelques 53 000 réservoirs que nous avons chez nos clients. On remonte toutes ces données dans nos plateformes qui, in fine, vont nous permettre d'améliorer notre logistique de distribution. Ces données sont par exemple utilisées par nos algorithmes d'intelligence artificielle afin de prédire de façon la plus précise possible la consommation de nos clients en gaz dans les prochains mois. Basé sur ces prédictions, nous allons optimiser nos circuits de livraison grâce à un solver. Il va calculer des dizaines de millions de combinaisons pour sélectionner les meilleures et les proposer à nos planificateurs. D'ores et déjà, nous avons des résultats concrets. Nous avons connecté une majorité de nos chauffeurs, dernièrement en Afrique du Sud. Le Canada aussi est un projet phare dans notre transformation digitale. Nous avons 100% des chauffeurs qui sont connectés et nous avons fait un projet pilote en créant un outil d'aide à la décision pour nos chauffeurs dans la planification de leur tournée. En France, les équipes sont mobilisées pour améliorer de manière drastique la prévision des consommations de nos clients grâce à l'intelligence artificielle. En termes de chiffres clés, pour donner un ordre de grandeur, il y a 20 millions de kilomètres qui ont été évités à ce jour, ce qui est l'équivalent à peu près de 20 000 tonnes de CO2. Le programme, si c'est un succès, c'est qu'il est porté par les opérations.
Ce sont vraiment les ambassadeurs de la transformation digitale dans cette phase de déploiement. Dès le départ, ils ont été associés aux équipes de développement pour co-construire en mode agile ces solutions. Le programme est inspirant pour nos équipes. Nous sommes conscients de contribuer à la transformation de notre chaîne d'approvisionnement pour mieux servir nos clients et réduire notre empreinte carbone. Aujourd'hui, notre ambition est de réduire de 10% les kilomètres parcourus par nos camions à horizon 2025. Bonjour Émilie Mourin-Renoir, bonjour Bruno Haydan. Merci d'être avec nous, merci d'avoir partagé avec nous ce cas d'usage. On est vraiment allé en plongée dans la manière dont vous exploitez la data avec ce cas. Alors, je vous propose peut-être qu'on s'attarde quelques minutes sur ce cas, peut-être avec vous, Émilie. En quoi ce cas qui a été présenté est finalement emblématique de votre stratégie data chez Air Liquide ? Oui, alors bonjour à tous. Je crois que vraiment c'est illustratif du fait que la data pour nous c'est un enjeu industriel absolument stratégique et c'est vraiment pour nous le moteur d'une industrie performante au service de ses clients et de la protection de la planète. Alors de nos clients, qui sont-ils déjà brièvement hein, on l'a dit, on a 3,8 millions de clients et de patients chez Air Liquide, donc c'est vaste et une grande diversité de secteurs qui sont adressés. Donc ça va de la sidérurgie, le raffinage, la chimie, l'énergie, l'agroalimentaire, la pharmacie, l'électronique avec les fabricants de semi-conducteurs et bien sûr la santé. Donc des domaines extrêmement variés et ça va de très petites entreprises, hein, des artisans parfois de quelques salariés, à de très très grands groupes internationaux. Le point commun entre tous ces secteurs et tous ces clients, c'est que nos clients veulent de la fiabilité, ils veulent nos produits sous forme gazeuse ou liquide, mais ils veulent de la fiabilité et de la prévisibilité. Et des programmes comme celui qu'on a vu là en vidéo nous permettent d'assurer en fait cette fiabilité, cette prévisibilité par rapport à ces demandes clients. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On vient, comme vous l'avez vu, collecter des données à travers nos assets connectés. Ensuite, les processer avec des algorithmes que nous développons. Et ensuite, optimiser ces chaînes d'approvisionnement, ces tournées, pour les rendre les plus efficaces possibles. Et au final, l'impact, il est de trois ordres. Une expérience employée qui est bien meilleure, une expérience client, un meilleur service pour le client, avec fiabilité de ses livraisons et prévisibilité. Et puis un impact sur l'environnement, puisque nos tournées étant optimisées, moins de kilomètres parcourus égale moins d'émissions de CO2. Donc voilà, tout ça c'est très très positif. Et je dirais que pour illustrer aussi le fait que la data est un élément absolument stratégique dans le groupe Air Liquide, nous avons même une filiale 100% dédiée IoT industriel chez Air Liquide et qui s'occupe donc d'équiper et de remonter toutes ces données collectées sur nos 500 usines, tous nos assets, les camions, les bouteilles, les unités de stockage chez nos clients. Donc nous avons cette filiale aussi qui est un très bon asset pour le groupe et qui nous permet donc d'offrir ce service, je dirais, exemplaire auprès de tous nos clients et nos patients. Alors, une grande diversité de secteurs où sont vos clients. La question que j'aimerais poser peut-être à Bruno, c'est du coup, quels sont les autres domaines d'application de la data chez Air Liquide ? Bonjour à tous. Alors, Air Liquide prône une industrie à l'avant-garde des données. Et à ce titre, nous utilisons systématiquement la donnée et l'intelligence artificielle comme outil d'aide à la décision et à la performance. Alors, faire levier sur la puissance des données, ça nous permet de créer davantage de valeur dans plusieurs domaines. Premièrement, optimiser la gestion de nos actifs, comme évoqué par Émilie, nos usines, nos camions, nos cylindres, nos réservoirs, afin de générer des efficacités et d'accroître notre excellence opérationnelle. Deuxièmement, renforcer la satisfaction de nos clients et de nos employés à travers une meilleure expérience utilisateur. Troisièmement, développer de nouvelles opportunités de croissance à travers des nouveaux services, des nouveaux produits ou des nouveaux modèles d'affaires. Et enfin, contribuer à réduire l'empreinte carbone de nos activités et celle de nos clients. Alors, je vais vous donner un exemple
qui illustre notre volonté et sa concrétisation de faire de la donnée un asset stratégique pour le groupe. Il s'agit de Wave. C'est l'une de nos plateformes de données qui est déployée en Europe et qui est 100% cloud. Elle couvre aujourd'hui plus de 14 pays en Europe et de nombreuses lignes de métiers, dont la grande industrie, les gaz médicaux et l'industriel marchand. Elle collecte et elle permet de partager de façon très granulaire nos données dans des domaines clés. Alors pour en citer quelques-uns, la vente et le marketing, pour permettre des cas d'usage auprès de nos forces commerciales, pour par exemple proposer les bons produits aux clients et aux patients au bon moment. Ou encore la logistique. Le cas IBO que vous avez vu dans la vidéo s'appuie en Europe sur la plateforme Wave, qui permet d'accélérer le programme. Mais aussi des données autour de l'IoT, on l'a mentionné, qui permet d'offrir de nouveaux services, par exemple pour les cylindres connectés, et les achats, l'excellence opérationnelle et bien d'autres. Et cette plateforme est le fruit d'une co-construction entre plusieurs équipes dans les opérations et dans le département Digital et IT que je co-dirige. Donc l'approche, c'est d'apporter de nouvelles façons de travailler à plus de 3500 collaborateurs en Europe, dans l'ensemble des géographies, dans l'ensemble des fonctions. Concrètement, la plateforme offre à nos équipes en Europe des tableaux de bord dynamiques et simples d'usage, ainsi que des outils d'analytique puissants qui permettent aussi des prédictions afin d'accroître l'excellence opérationnelle et la performance de nos forces commerciales. Donc, en synthèse, je dirais que nous utilisons la donnée dans de nombreux domaines. Mais je voudrais peut-être dire un mot de plus. La donnée et l'IA, c'est aussi utilisé par nos équipes en interne comme une source de progrès. Pour vous citer un exemple, dans le domaine de la santé, lors de la crise, des différentes vagues de la crise Covid, nous avons utilisé nos données en interne et des algorithmes pour prédire, par exemple, la demande en oxygène médical dans les hôpitaux ou encore anticiper la compliance au traitement de nos patients à domicile qui ont des maladies de Parkinson pour mieux les accompagner au quotidien. Merci. Alors, on comprend effectivement à travers ce projet de plateforme, notamment que vous évoquez, Bruno, qu'il y a une implication évidemment des métiers avec la direction digitale. On a vu avec l'étude qui a été présentée par le Centre Innover Entreprendre d'HEC en début de matinée et par Jean-Rémy et Julien Lévy, qu'il y a, au-delà des questions techniques dans la data transformation, des questions d'organisation, des questions de gouvernance de projet. Alors, comment est-ce que vous réussissez à la fois à concilier des projets très structurants qui sont portés au plus haut niveau de l'entreprise et par la direction digitale, et puis les initiatives métiers, puisqu'il faut encourager finalement ces initiatives métiers. Alors, c'est quoi la recette? On sait que c'est quelque chose de difficile, Émilie. Alors, je pense qu'on ne peut pas complètement dissocier donc, les sujets de gouvernance avec deux autres sujets qui, pour moi, sont importants tout autant, qui sont donc les technologies et les compétences. Donc, pour nous, c'est comme un trépied. On a ces trois sujets, compétences, technologie et gouvernance. Et s'il en manque un, eh bien, ça ne tient pas. Donc, peut-être pour revenir sur les deux premiers, puis je répondrai directement sur la gouvernance ensuite. Sur les technologies tout d'abord. Donc, notre rôle et le rôle de Bruno pour le groupe Air Liquide, c'est de rendre accessibles toutes ces données à tous les opérationnels du groupe qui en ont besoin. Donc, c'est une sorte d'offre data as a service, une donnée donc de bonne qualité évidemment, et qui est disponible à tous à coût marginal nul. D'accord ? En termes de technologie aussi, je pense que les choix stratégiques et structurants que le groupe a fait il y a déjà plusieurs années de migration vers le cloud, ça c'était vraiment une décision stratégique, nous a permis vraiment d'accélérer notre transformation data, nous a donné beaucoup de souplesse, nous a permis d'optimiser nos coûts et de renforcer aussi nos innovations. Donc ça c'est pour la partie, je dirais, technologique. Qui est vraiment c'est très gouverné, quoi, en fait. Voilà, exactement. Pour la partie des compétences, je crois que là, notre objectif, c'est d'infuser des compétences au sein de toute l'organisation. Donc,
ça va bien au-delà des équipes digitales et IT, c'est dans toute l'entreprise. Et je pense qu'on y reviendra ensuite, par la suite de la discussion, mais nous sommes en train de former, à titre illustratif, 300 data scientists dans le groupe Air Liquide, donc vraiment monter en compétences. Et ce sont des gens qui sont basés dans les opérations, au plus proche des dispatchers, des responsables de vente, des business analysts, qui viennent aider quotidiennement à la prise de décision. Donc voilà pour la partie compétences. Alors, le troisième pilier de ce trépied, la gouvernance. Là, je pense que c'est, et puis on en a parlé au début de la matinée, un savant mélange entre des directions plus globales ou centrales et quand même une prise d'initiative locale. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Donc, il faut encourager finalement. Exactement. Donc c'est un mélange des deux. Je pense que c'est ni tout l'un ni tout l'autre. En termes de global et de central, il y a un certain nombre de choses que l'on fait et que l'on doit faire. Les choix d'architecture, les choix de solutions techniques doivent être quand même pilotés par le central et le global. À titre d'exemple, nous avons une unité qui s'occupe des opérations de nos données. Ça s'appelle Global Data Operations. Donc, ils opèrent toutes les plateformes de données du groupe. Et ensuite, les opérationnels ont tout leur dashboard qui leur permet de croiser leurs données financières, HR, safety, etc. Donc là, il y a un certain nombre de choses qui doivent être un peu de l'ordre du régalien, on va dire. Il y a aussi les Digital Fab, qui sont un outil qui nous permet de remonter les besoins des métiers et de faire le lien avec les équipes digital et IT. Qui sont répartis sur les territoires, ces digital qui sont en global. Et Bruno peut-être va y revenir dans un instant. Oui. Au niveau des initiatives locales, je pense malgré tout qu'il faut continuer à favoriser les initiatives locales. Pourquoi ? Parce que les use cases, ils ont lieu dans les opérations. Ils ne peuvent pas être décidés en global pour un groupe de notre taille. Et donc, pour ce faire, il faut quand même un petit peu de gouvernance et de pilotage. Nous avons un comité digital que je co-préside et qui revoit un peu toutes les initiatives locales digitales. Ça nous permet d'orienter, de faire des choix pour ne pas avoir une multiplication de MVP. Ce qu'on revoit, ce sont le stade du MVP, le Minimum Viable Product. Et on essaye de s'assurer de leur réplicabilité. Donc, et ce faisant, on leur fournit également une part de financement. Donc, grâce à ce financement, ça permet d'accélérer les initiatives locales sur le terrain, mais tout en évitant un foisonnement qui serait contre-productif. Voilà. Je laisse peut-être à Bruno le soin de nous en dire un tout petit peu plus sur les Digital Fab dont il a la responsabilité. Alors, je voudrais revenir effectivement sur ces Digital Fabs. Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui travaillent avec les lignes de métier pour les accompagner dans leur roadmap digital et data. Et elles travaillent main dans la main avec les opérations et les lignes de métier en s'attaquant à des problèmes très concrets et opérationnels qui sont sur le chemin critique de notre transformation. Elles sont hébergées au sein des Digital Factory en Europe, en Asie et dans une certaine mesure en Amérique, pour tirer profit des capacités en design, en data science, en logiciel, en digital au sens large, afin de faciliter l'adoption et la montée en puissance de ces nouvelles solutions digitales et IA. Elles sont pluridisciplinaires et ce type de structure illustre parfaitement notre conviction. Si on veut vraiment tirer toute la valeur de nos données, l'approche collaborative est un must. Alors, 2 exemples là-dessus. Depuis 2 ans, nous avons rassemblé les équipes digitales et IT au sein d'un même département que je co-dirige avec Joanne Deval, notre CIO. Ça nous permet le passage à l'échelle de ces solutions-là, puisque les équipes sont rassemblées dans une unité de destin, si je puis dire, qui rassemble nos capacités de transformation, de développement, d'innovation, mais aussi de run et de maintenance. Alors, 2e exemple, avec Émilie, nous avons décidé de lancer l'an dernier le programme AI Readiness pour préparer le cadre qui nous permet de tirer profit de la montée en puissance de l'IA et de la valeur créée associée. Un point central à la réussite de ce programme, doter nos opérations de capacités et de compétences en data science. Donc, pour lancer le programme, nous avons conduit un pilote en Europe de l'Ouest qui regroupe 4 pays. Et très brièvement, ce programme contient 3 composantes. La première, c'est l'intégration de data scientists au sein des opérations. Donc répartis sur le territoire, c'est ça ? Répartis sur le territoire, sur l'ensemble des lignes de métier, sur l'ensemble des géographies. Donc ça veut dire qu'un patron métier ou pays devient aussi patron d'un data scientist ? Complètement. Et donc, on recrute
Et on forme des data scientists dans les domaines opérationnels variés. Donc le marketing, la gestion de l'énergie, la logistique, etc. Le deuxième volet, c'est l'acculturation des managers. Et sur ce point-là, nous sommes partenaires avec NetExplo et HEC. Merci de le préciser. Donc l'acculturation, c'est clé dans la transformation. Les managers sont essentiels. Et il faut aussi nous assurer qu'ils pourront tirer parti de ces nouvelles compétences de leurs collaborateurs. Et le troisième aspect, c'est l'accès démocratisé à l'ensemble des données à un coût marginal nul. Donc à terme, notre objectif, comme évoqué par Émilie, c'est vraiment d'animer un réseau de 300 data scientists dans les opérations dans le monde. Merci beaucoup pour tous ces détails, toutes ces précisions, à la fois sur les questions de gouvernance technologique et puis de gouvernance des projets et comment les deux sont liés. Les deux études présentées ce matin soulignent à chaque fois une dimension absolument clé qui est la dimension de culture data au sein de l'entreprise. Alors, la question que j'aimerais vous poser, Émilie, c'est comment alignez-vous cette question de la culture data avec les compétences et le tout au service de vos ambitions dans le domaine et des métiers? Oui, alors c'est vrai que on a parlé un peu avant du sujet des technologies, mais c'est pas vraiment là que se situe le principal défi. Même si, quand on regarde ce sujet-là, on voit bien que à la fois la croissance exponentielle du nombre de données qui sont accessibles, la réduction des coûts du stockage de ces données, de processing de ces données, et puis l'essor de l'IA sont clairement des éléments essentiels. Mais toutes les études montrent que les dirigeants estiment que c'est la culture et les compétences qui sont le frein potentiel à une accélération de la transformation data et pas vraiment l'accès aux technologies. Donc peut-être pour vous donner, et c'est vrai aussi pour Air Liquide, donc peut-être pour vous donner donc 3 exemples de ce qu'on fait chez Air Liquide concrètement pour acculturer l'entreprise à cette transformation, on va dire. Le premier élément, c'est que nous avons depuis longtemps chez Air Liquide un programme de reconnaissance de l'expertise technique. Et l'expertise technique d'Air Liquide, c'est-à-dire de production et de transport de nos gaz industriels et médicaux. Et nous allons ajouter à ce programme et à toutes les expertises que l'on reconnaît, il y a 3 ans, les expertises et les compétences digitales, IT, data, cybersécurité. Et ça, c'était vraiment un élément essentiel pour montrer à tous, officialiser le fait que ces compétences-là sont cœur pour le groupe. C'est cœur métier autant qu'une compétence de savoir comment produire nos gaz. Donc ça, c'était un élément vraiment fondateur d'associer ces compétences à notre programme de reconnaissance de l'expertise technique dans le groupe. Deuxième élément que je voudrais mentionner, c'est le fait qu'on a fait tout un tas de modules de formation, notamment pour nos exécutifs, et des modules de formation 100% fait maison. Donc on a mis à contribution nos équipes digitales et IT, et moi j'en suis très fière. Ça leur a donné aussi beaucoup de visibilité, et ça nous a permis d'avoir des modules de formation très pertinents, donc avec des cas d'usage qui nous sont propres. Et donc je pense que c'est ce module qui s'appelle Tech for Exec a aussi permis d'acculturer tous les exécutifs du groupe, et puis après ces modules sont déclinés dans le reste de l'organisation. Puis le troisième exemple, Bruno vient d'en parler, c'est notre programme AI Readiness qui vise à former tous ces data scientists, c'est-à-dire pas à les embaucher sur le marché et à les former à nos métiers, mais plutôt à former des gens qui sont déjà compétents chez Air Liquide à la data science. Et est-ce que vous avez le sentiment que finalement, progressivement, se met en place une forme de communauté à travers ces actions ? Tout à fait. Alors, on a tout un tas de communautés de pratiques qui se mettent en place. Et puis, je dirais globalement que chez Air Liquide, on a un terreau très fertile, honnêtement, pour la transformation digitale et la transformation autour de la data. Par rapport à ce que disait le secrétaire d'État tout à l'heure, Cédric O, qui disait que parfois, dans certains grands groupes, il peut y avoir une défiance par rapport au sujet de la tech, de manière générale. Et je dirais que chez Air Liquide, ça n'est pas du tout le cas. En fait, on est un groupe très technophile, donc il y a un vrai appétit pour la tech. 2, on a une grande curiosité naturelle et vraiment l'innovation fait partie de notre ADN. Et 3, on a aussi le goût de faire des tests, des POC, des essais, des pilotes. Donc tout ça, je pense, c'est un terreau vraiment très, très favorable et je suis très confiante de notre succès dans notre transformation data. Merci. Alors, il nous reste quelques minutes pour évoquer
un sujet qu'on observe avec beaucoup d'attention chez NetExplo, qui est la convergence entre plusieurs mouvements de transformation, la transformation digitale, la transformation data, et puis les questions de transformation environnementale, les questions de durabilité, les questions de climat. Alors, le cas que vous avez partagé avec nous en ouverture de cette séquence, il est intéressant parce que il montre cette convergence. Plusieurs millions de kilomètres évités, économisés, qui réduisent automatiquement, effectivement, l'impact sur l'environnement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment vous vivez, vous, cette convergence de ces mouvements de transformation? Alors peut-être déjà pour rappeler, le groupe Air Liquide a annoncé en mars dernier ses objectifs de développement durable, des objectifs très ambitieux. Et sur la partie environnement, notre objectif et notre engagement est d'arriver à la neutralité carbone d'ici à 2050, avec une première étape à 2035 de réduction de 33% de nos émissions de CO2 en valeur absolue. Donc voilà, ça c'est le première chose. Et pour ce faire, on a lancé tout un tas de programmes de développement pour décarboner l'industrie, en tout cas l'industrie de nos clients, la nôtre, bien entendu, des programmes aussi autour du développement de l'émergence de la filière hydrogène, biométhane et des sujets CO2, donc captage, stockage et réutilisation potentielle de CO2. Tous ces programmes de développement, ils ont absolument besoin du digital et de la donnée. Pour mesurer déjà, traquer nos émissions, mesurer l'impact de ces développements. Et tous ces programmes, ils vont aussi générer beaucoup de données. On récupère énormément de données de nos utilisateurs, parfois des nouveaux clients, notamment dans le domaine de l'hydrogène. Donc pour moi, c'est comme un cercle vertueux. Voilà. Donc ça, c'est très positif. Je voudrais quand même ajouter que nous sommes quand même tout à fait, disons, conscients que le digital et la data, ça a aussi un impact sur l'environnement. Hein. Et donc, nous avons un programme Green IT qui nous permet de déjà commencer par évaluer, mesurer notre impact, voir quelles actions... Au moment des investissements technologiques, c'est ça? Par exemple, ouais. Et puis dans le quotidien, voir un peu quelles peuvent être nos actions pour... en tout cas limiter l'empreinte carbone liée aussi à notre usage numérique et sensibiliser les collaborateurs. Et je dirais que globalement, les collaborateurs sont très très sensibles à ce sujet-là de la sobriété numérique. Donc c'est quelque chose qu'il faut voir. C'est un peu les deux facettes d'une même pièce, mais globalement, je suis évidemment très confiante que le sujet du digital et de la data sont clés si on veut relever le défi de la transition énergétique. Merci. Je peux peut-être donner un exemple en plus de celui que vous avez vu sur IBO. Je peux parler du programme SIO, Smart Innovative Operations, dans lequel nous optimisons le pilotage et l'utilisation de nos usines afin de prendre de meilleures décisions dans la production de nos gaz industriels. Nous créons des solutions différenciantes sur cette base, tout en minimisant notre intensité carbone et celle de nos clients. La data est vraiment au cœur de ces centres d'opération à distance et nous permet, à travers des capteurs dans nos usines, des données opérationnelles, des interactions avec les clients, d'utiliser des analytiques pour améliorer notre fiabilité de nos usines, bien évidemment, mais aussi pour optimiser notre consommation énergétique. Et pour revenir sur ce que disait Émilie, de toute manière, mettre la donnée et l'IA au service de projets durables, c'est plus une option du tout. C'est un sujet primordial, notamment pour l'attractivité du groupe et pour notre capacité à attirer, à retenir des talents. Ce sont des sujets cruciaux de société et nos collaborateurs veulent y contribuer. Et d'ailleurs, je voudrais profiter peut-être de l'occasion pour m'adresser aux designers, aux ingénieurs logiciels, aux data scientists, aux experts du digital qui nous regardent. Rejoignez-nous, vous pourrez contribuer à des projets très concrets, avoir de l'impact et contribuer à des projets qui sont source de progrès. Merci Bruno. On aura compris effectivement à travers cet appel le sujet récurrent de la guerre des talents et de la difficulté effectivement de trouver les bonnes ressources pour accompagner cette data transformation. Merci beaucoup Émilie Mourin-Renoir et Bruno Haydan d'avoir partagé avec nous ce cas, de nous avoir ouvert les portes de l'entreprise Air Liquide.